Bonjour à tous. Donc, on va se présenter. Moi, je suis pneumologue et je travaille à l'hôpital Foch dans une structure qui est à la fois un CRCM et un centre de transplantation. Et Caline Et donc, Caline Prouvès, je suis kiné en hospitalisation à l'hôpital Foch et en chirurgie thoracique, donc hospitalisation des patients muco et greffés. Et on va vous présenter du coup un petit travail sur l'activité physique chez les transplantés. Et pour ma partie, ça sera vraiment un retour que j'ai construit avec toute l'équipe de Foch, c'est-à-dire les kinés de réa, les kinés de réhabilitation, de consultation et d'hospitalisation. Donc ça fait un petit tout ça. Donc moi, j'ai pas forcément le meilleur rôle parce que comme je suis docteur, je vais forcément traiter une partie très théorique qui forcément n'est pas exhaustive sur la transplantation pulmonaire parce que c'est pas possible et c'est pas le but, mais vraiment de donner des notions simples de problématiques qui sont très particulières à la transplantation et qui peuvent venir se rajouter à ce que vous connaissez évidemment de la mucoviscidose ou de l'insuffisance respiratoire et qui sont à prendre en compte si on veut que la mise en place de l'activité physique adaptée soit un succès. Donc la première chose, c'est que la transplantation, c'est une intervention chirurgicale sur le thorax qui se fait le plus souvent par bithoracotomie antérolatérale, c'est-à-dire qu'en gros, l'incision se situe en gros dans la région sous-mammaire pour les filles, dans un espace intercostal, et que le chirurgien, quand il aborde le thorax de cette manière, il va sectionner la peau, les parties molles, les nerfs intercostaux et luxer les côtes. Ce qui peut être à l'origine en post-opératoire immédiat, mais parfois assez loin après l'intervention, à l'origine évidemment de douleurs initialement, qui s'estompent avec le temps, de problèmes de raideur, et chez certains qui vont avoir des troubles de la cicatrisation, voire des infections de parois, de problématiques très particulières de mécanique thoracique. La deuxième voie qui est un peu moins utilisée, c'est ce qu'on appelle la sternobithoracotomie ou incision de clamshell, qui est en fait une bithoracotomie avec une section transverse de la partie basse du sternum, où là on ne va pas luxer les côtes, mais luxer l'ensemble du capot thoracique entre guillemets, avec dans cette voie d'abord là deux particularités en plus des histoires de cicatrices et atteintes des parties molles, qui vont être l'élongation plus fréquente des nerfs phréniques et le risque d'ostéite sternale, voire de médiastinite. Et puis enfin, la sternotomie, qui va être la voie d'abord des transplantations cardiopulmonaires qui sont moins fréquentes dans la mucoviscidose que les deux précédentes. Le choix des voies d'abord, ça va être un choix de pratique d'équipe, mais également basé sur des données anatomiques dans le cadre d'une stratégie préopératoire à la transplantation. Il y a des patients où il va falloir aller d'emblée sur un clamshell avec, donc, dans la réflexion, ces complications-là possibles après l'intervention. Les cicatrices, les précédentes là, sur le thorax, on y pense toujours, mais de plus en plus, les patients transplantés pulmonaires vont bénéficier de techniques d'assistance circulatoire. Donc l'ECMO, c'est une de ces techniques. C'est sur le principe très simple. Ça consiste à avoir une voie d'abord vasculaire sur un gros axe vasculaire qui sort le sang. Ça passe dans une machine qui, en gros, épure le gaz carbonique, enrichit le sang en oxygène, et ça revient dans la circulation par une seconde voie. Ces ECMO, elles peuvent être utilisées soit en pré-transplantation dans des situations d'insuffisance respiratoire terminale compliquée, sévère, en attente de transplantation, pendant l'intervention chirurgicale, ou en post-opératoire quand la situation de reprise d'activité du greffon justifie ce besoin d'assistance à l'oxygénation et à l'épuration du CO2. Donc en gros, ces grosses canules, et pour mettre des grosses canules, il faut des grosses artères et des grosses veines. Donc la première voie d'abord utilisée et celle qu'on privilégie notamment sur les ECMO préopératoires, c'est la jugulaire, qui
en post-opératoire ne va pas poser de soucis particuliers, mais très souvent, la voie d'abord, elle va être fémorale, comme vous le voyez sur la photo qui est en haut à droite, où on cannule à la fois l'artère et la veine, et où tout le paquet lymphatique, en fait, est dilacéré par le geste opératoire. Et donc, en période de cicatrisation, vous pouvez avoir, comme sur les thoracos, des difficultés de cicatrisation, des infections de parois, etc. Mais vous allez avoir très souvent une interruption du flux lymphatique à ce niveau, qui va être repris par des collatérales. Mais vous pouvez donc avoir le développement soit localement de ce qu'on appelle des lymphocèles, qui sont des accumulations de lymphe sous la peau, ou des œdèmes des membres inférieurs très asymétriques, qui peuvent être relativement gênants quand ils interviennent, parce que ça peut être vraiment volumineux, ou ça peut être à l'origine de douleurs très particulières d'un membre inférieur qui est celui qui a été cannulé. Ces canules peuvent aussi se compliquer de thromboses veineuses plus souvent qu'artérielles, qui vont aussi peut-être, après la transplantation, avoir un impact sur la reprise de l'activité physique. Ensuite, vous avez vu, l'intervention, c'est l'intervention sur le thorax. Les anastomoses, quand on fait une transplantation pulmonaire bilatérale séquentielle, elles se font d'un côté puis de l'autre et on va anastomoser les veines, les artères, les bronches. Dans le champ opératoire, il y a des structures assez précieuses qui sont présentes. Les nerfs phréniques passent en plein dans la région médiastinale qui va être abordée par le chirurgien. Et pour peu que vous ayez des conditions locales qui rendent la dissection, c'est-à-dire l'explantation du poumon compliquée, vous pouvez léser un ou deux phréniques. Léser deux phréniques, c'est compliqué. Ça rend le post-opératoire derrière compliqué, puisque vous allez avoir comme conséquence une parésie ou une paralysie diaphragmatique bilatérale. Donc en général avec des gens qui vont être trachéotomisés, ventilés, sevrés progressivement, etc. C'est heureusement pas la situation la plus fréquente. La situation, quand il y a une atteinte phrénique, en général, elle va être unilatérale, avec une parésie, c'est-à-dire une diminution de la course ou une paralysie complète d'un diaphragme, qui va récupérer ou pas dans des délais qui sont très variables, qui peuvent être de quelques jours, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années, qui peuvent ne jamais survenir. C'est-à-dire qu'on a des patients qui sont à 10 ans, 15 ans d'une transplantation pulmonaire avec une paralysie phrénique persistante, compensée, qui va se voir sur la radio et sur les volumes aux EFR, mais qui n'aura pas forcément d'impact dans la vie quotidienne. Dans à peu près la même région passent les nerfs pneumogastriques, donc ce sont ceux qui commandent la motricité de l'estomac. Et quand vous avez une lésion péropératoire du pneumogastrique, vous pouvez être confronté, après la transplantation, à un truc qui peut-être de loin n'a pas l'air d'avoir de rapport avec l'activité physique, mais qui en a un, ça va être une gastroparésie, c'est-à-dire un ralentissement qui peut être très important de l'évacuation du bol alimentaire. En gros, des gros estomacs distendus dans lesquels s'accumule ce qu'on y a mis parfois sur plusieurs jours. Si vous combinez ça avec un diabète, par exemple, vous pouvez être dans le souci, et ce souci peut se démasquer au moment de l'activité physique. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt une complication des premiers mois post-transplantation et qui en général va récupérer, ou en tout cas il va y avoir une adaptation avec un fractionnement des prises alimentaires, enfin une adaptation dans la vie de tous les jours qui va rendre cette complication-là moins présente dans la vie quotidienne, mais en tout cas dans les premiers mois, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Puis ensuite, des choses un peu plus rares, on peut avoir des compressions des sciatiques poplitées externes, qui sont plutôt des complications qu'on voit chez les patients qui étaient très dénutris, qui ont été alités longtemps et qui vont être des compressions au niveau de la tête, au niveau de la face externe du genou, ça on voit moins. Et ce qu'on voyait il y a quelques années, qu'on voit de moins en moins, sont des élongations du plexus brachial qui découlent directement de la position qui est adoptée au bloc opératoire et qui sont des élongations qui étaient des élongations qu'on voit quasiment plus depuis qu'on utilise des gouttières spécifiques qui protègent les plexus. L'autre structure qui va éventuellement poser problème dans le post-opératoire, c'est les bronches. Donc, après transplantation, la cicatrisation des bronches
va prendre plusieurs mois, entre 2-3 mois à parfois 6, 7, 8 mois post-opératoire. Et donc la cicatrisation normale, c'est la photo que vous voyez à droite, où vous voyez quasiment pas la trace de l'anastomose. Vous la devinez parce qu'il y a les fils et parce que vous savez où elle se situe. Ça, c'est des photos d'endoscopie bronchique avec lesquelles vous n'êtes pas forcément tous familiers, mais c'est le seul moyen d'aller voir comment ça cicatrise à l'intérieur de la bronche. Ensuite, la cicatrisation, c'est comme la cicatrisation de la peau, ça peut passer par une étape avec formation de croûte. Alors en médecine, on trouve que croûte, c'est pas très chic, donc on dit fausse membrane. Donc c'est la deuxième photo, en haut, au milieu, où vous allez avoir des sutures qui vont être tapissées de ces fausses membranes qui vont petit à petit se décoller et tomber. Et vous pouvez... donc ça, c'est une évolution qui est naturelle, et quand ça se passe bien, au bout de 2 mois, 3 mois, ces fausses membranes qui n'étaient pas très grosses sont tombées et les bronches sont parfaites. Ça peut durer plus longtemps, ça peut être plus étendu, et ça peut même aller jusqu'à la photo en haut à droite, l'apparition d'un trou dans la suture qu'on appelle une déhiscence. 95% de ces déhiscences vont se combler naturellement par du tissu cicatriciel et n'avoir aucune conséquence, si ce n'est qu'on a surveillé plus les endoscopies que chez d'autres patients. Et dans certains cas, ça peut avoir des conséquences pour la suite. Puis enfin, les 3 photos du bas, la cicatrisation, une fois que les fausses membranes sont tombées, elle peut se faire sous la forme d'une réduction de calibre qu'on appelle une sténose. C'est-à-dire, exactement comme sur la peau, vous pouvez avoir des cicatrices rétractiles, ça peut intervenir de la même manière au niveau des bronches. Et donc, à gauche, pour vous, tout en bas, c'est une sténose du tronc intermédiaire de calibre moyen. À droite, au milieu, vous voyez qu'il n'y a quand même plus beaucoup de calibre. Et donc, de temps en temps, on peut être amené à dilater ces structures au bloc opératoire en endoscopie interventionnelle et à y poser des prothèses, un peu comme on fait sur les artères coronaires. D'accord ? Et enfin, la dernière chose, c'est que ça peut cicatriser sans sténose, sans nécessité de pose de prothèse, mais avec ce qu'on appelle de la malacie, c'est-à-dire une tendance à une certaine mollesse de la paroi bronchique qui va se collaber en expiration forcée ou à la toux et qui va gêner l'activité physique. Donc ça, c'est des informations quand vous prenez en charge les transplantés que vous devez avoir pour adapter votre prise en charge. Ça, je vais passer très vite. C'est tout ce qui n'est pas chirurgical ou post-opératoire anatomique. Mais en gros, ces patients, ils vont avoir des immunosuppresseurs. L'immunosuppression, elle est souhaitée. C'est ce qui fait que le greffon est toléré. Mais ce n'est pas une immunosuppression qui est sélective. Ils vont avoir aussi une immunosuppression vis-à-vis de la bonne immunité anti-infectieuse, notamment. Et cette immunosuppression, elle peut aller au-delà de nos souhaits, et c'est des patients qui peuvent être neutropéniques, c'est-à-dire comme des malades d'hémato avec peu de défense anti-infectieuse, et c'est une situation qui peut ne pas être, et qui souvent n'est pas constante dans le temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans leur vie des épisodes où l'immunosuppression est une immunosuppression classique, et il va y avoir des moments où on va devoir majorer l'immunosuppression, et donc où le risque infectieux va être plus important. Ensuite, il y a des tas de complications, de tas de médicaments qu'ils ont pu prendre avant la greffe ou qu'ils vont prendre immédiatement avant. Et ça va se rajouter à un certain nombre de soucis qui peuvent préexister à la transplantation et ne pas forcément s'améliorer après, comme certains troubles musculo-squelettiques ou de la posture, le diabète, la nutrition. Donc ces choses comme ça, très théoriques, elles vont impacter directement la prise en charge, qu'elle soit kiné ou APA, en termes d'activité physique. Du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu comment nous, on les prend en charge tout de suite après la greffe, donc ils sont d'abord en réanimation USIR, et comment on va passer progressivement de la réhabilitation à l'hôpital à la réhabilitation et au sport-plaisir à long terme. Donc dans un premier temps, quel bilan nous on fait en tant que kiné à l'hôpital ? Petite inspection, interrogation sur la cicatrice, l'état de la cicatrice, qu'elle soit cutanée, donc en général il y a encore les agrafes, etc. La cicatrice bronchique, donc on vérifie auprès des médecins si les fibroscopies ont été correctes les derniers temps ou si c'est pas terrible. La dyspnée du patient, évidemment, en général elle est assez importante en post-greffe immédiat. Ça correspond aussi à une fréquence cardiaque élevée.
Et ça, c'est notre question routine, on va dire, le contrôle sphinctérien du patient. Est-ce qu'il y a des soucis quand il tousse? Mais bon, ça, c'est plutôt en antécédent, c'est pendant leur mucose. Souvent, il y a des fuites urinaires. Bref, ça, c'est un peu général. Sur les chiffres, on va voir une dynamométrie du quadriceps, un test incrémental sur vélo et un test de marche de 6 minutes, en général à partir de J21. Ça nous permet de voir un petit peu si on va travailler plus en force ou en endurance. Très globalement, on travaille d'abord en force parce qu'après une greffe, ils sont souvent pas un IMC très important, un petit peu dénutris et plus beaucoup de muscles s'ils ont fait un petit séjour en réa un petit peu prolongé. Donc on surveille le poids, l'évolution du poids aussi pour pouvoir savoir si on va pouvoir faire de l'endurance ou pas. Le Spirotel, je ne sais pas si vous connaissez tous ce que c'est. C'est une petite machine que les greffés vont recevoir tout de suite après la greffe, qui vont leur permettre tous les jours de souffler dedans pour pouvoir évaluer leur VEMS, c'est-à-dire leur capacité de débit expiratoire. C'est une surveillance très simple qu'ils ont et qu'ils vont avoir très longtemps après, pour eux et pour l'hôpital qui les a greffés. En gros, c'est très simple, ils soufflent le plus fort possible et ils vont être dans le vert, dans l'orange ou dans le rouge. Donc nous, on va voir, faut qu'ils soient quand même au moins dans l'orange, plutôt dans le vert, pour pouvoir faire quelque chose. On verra après pour l'extérieur comment ça se passe. L'hémoglobine, s'ils sont anémiés, on ne va pas faire beaucoup de muscles. Et si l'hémoglobine n'est pas terrible, la saturation prise au doigt, elle sera un peu modifiée aussi. Et éventuellement des corticothérapies qui vont jouer sur la fragilité ligamentaire, aponévrotique et la densité osseuse. Ça, c'est ce qu'on va faire au cours de l'hospitalisation, mais le premier jour, on reçoit le patient, on fait déjà un bilan fonctionnel. Est-ce que vous arrivez à vous lever de votre lit? Est-ce que vous arrivez à marcher? Est-ce que vous arrivez à ramasser un objet par terre? Donc en général, ils disent non, ça va très bien. Et puis on dit, est-ce que tu arrives à te mettre accroupi? J'y arrive très bien, mais j'arrive pas à me relever. Donc voilà, on attaque un peu là-dessus. Les escaliers, pour après progressivement être plus précis, mais au moins qu'ils puissent être autonomes dans la journée. Donc on va travailler là-dessus, du fonctionnel principalement, membre inf, membre sup, marche, escalier. Membre sup, on surveille toujours bien la fréquence cardiaque parce que ça a tendance à la faire augmenter un petit peu. Du vélo, c'est pas les premiers jours, on commence vraiment par du renfo et progressivement on ira vers de l'endurance ou juste un petit peu de cardio, c'est pas vraiment de l'endurance, on commence vraiment doucement. Et par contre, ventilation et cage thoracique, c'est-à-dire qu'ils ont quand même reçu des nouveaux poumons, ils ont des sensations particulières, et il y a souvent une douleur en étau, ils vont avoir des raideurs, des douleurs aux cicatrices, mal au dos à cause de la luxation des côtes. Donc tout ça, ça va prendre en charge aussi nous pour nos exercices. Juste pour que vous ayez l'information, comme au début, on n'a pas tellement de VO2 max, on n'en a même pas du tout. Pour savoir leur fréquence cardiaque max, on va utiliser la moyenne des 3 maximales lors du test de marche. C'est-à-dire, on fait leur test de marche, on relève les fréquences cardiaques, on prend les 3 plus élevés qu'il y aura eu dans le test de marche, et avec cette moyenne, on a notre fréquence cardiaque max. Donc après, pour tout ce qui est travail, endurance, ça, vous avez une valeur déjà. Après l'hôpital, c'est là que ça commence à être plus intéressant pour vous. Déjà, avant la 8e semaine, la cicatrisation n'est pas encore complète du tout. Donc tout ce que vous allez faire, il faut que ça reste infradouloureux et dans une zone de confort, principalement à la cage thoracique. Vous pouvez très bien faire du travail en force ou en endurance, en tant que kiné ou en électrothérapie. Tout ça, ça va être donné par le ratio du test de marche, de la dynamométrie du quadriceps et de l'évolution du poids du patient, toujours. Pas de sollicitation, contre-charge en étirement sur les zones de cicatrices. Exemple, je suis sur le dos et je vais faire du développé couché, ça va. Développé couché, je remonte, ça tire, c'est pas terrible. Ça fait que 8 semaines qu'il a été greffé, il y a quand même des cicatrices internes, musculaires et aponévrotiques qui ne sont pas faites. Donc tout ce qui va être vraiment en ouverture maximale, on évite. Pas d'effort en apnée. Typiquement, la dynamométrie, vous leur demandez en soufflant. Parce que s'ils font le en poussant, il y a une énorme pression intrathoracique et pour peu qu'il y ait une petite déhiscence bronchique, comme nous a dit Sandra, c'est pas terrible, il y a un risque de pneumothorax, etc. Et le pas de piscine, c'est plus le problème de germes et de cicatrisation cutanée. Et là, on va commencer à rentrer petit à petit dans le sport, le plaisir, et non plus juste je fais du muscle pour pouvoir faire les choses de la vie quotidienne. Donc vous, qu'est-ce que vous allez devoir surveiller avant, pendant et après vos séances de renforcement? Alors déjà, avant la séance, le petit questionnaire rapide. Le Spirotel, ce matin, il était bon. Il était dans le vert, l'orange ou le rouge.
La cicatrice, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ouverture, ça fait pas mal. La douleur, est-ce que tu as des douleurs particulières aujourd'hui? La dyspnée, la fréquence cardiaque et la saturation, ça on connaît. Et l'évolution du poids. Si vous dit, c'est vrai que depuis une semaine, j'ai perdu 3 kilos, vous n'allez peut-être pas faire un circuit training ou un gros truc cardio derrière. On va faire du renforcement vraiment analytique. Pendant la séance, classique, l'échelle de la difficulté musculaire, c'est difficile à combien sur 10 c'est cet exercice? S'il est difficile à 10 sur 10, on va peut-être baisser un petit peu, même si on avait fait nos pourcentages de RM avant. La saturation et la fréquence cardiaque et la dyspnée, ça c'est toujours avec nos patients de réhabilitation respiratoire. La douleur, encore une fois, et juste le petit rappel de temps en temps, on pense bien à contracter le périnée pendant tes squats, histoire de ne pas aggraver les choses. Et après la séance, l'hydratation, ça on pourra le mettre pendant la séance aussi. L'apport nutritif, puisque c'est quand même souvent des patients, on est quand même toujours dans la première année après la greffe, ils n'ont pas encore des IMC béton. Donc pensez bien toujours le petit apport protéique derrière la séance de renforcement pour permettre un meilleur métabolisme et saturation, fréquence cardiaque, comme d'habitude. Donc là, on passe après la 8e semaine. Dans la première année, s'il y a une diapo à retenir, et peut-être que mes collègues de Roscoff pourront la compléter ou la corriger, parce que c'est vraiment ce que nous, on a vu de notre expérience à Foch, mais pour le coup, on ne les voit pas beaucoup dans l'année après la greffe. Donc le premier interdit est en rouge, en gros, en clignotant, pas d'effort en apnée, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la dynamométrie, pour le risque de pneumothorax et de suture bronchique. Pas de sport de combat ou de contact, du rugby avec des bons chocs, du judo, du karaté, etc. Il y a toujours ce risque de pneumothorax qui reste un petit peu important. Et en plus relatif, du sport avec des chocs à adapter à chacun, que ce soit de la course, du squash, de la raquette. Il y a quand même encore les cicatrices internes qui sont toujours en cours ça reste long à vraiment être solide. Le renforcement dans les amplitudes extrêmes, comme tout à l'heure. Et le petit détail du masque dans les lieux confinés. Si votre séance de renforcement et de sport, c'est dans la salle de sport qui n'est pas très grande et qui a plusieurs patients, enfin, même s'ils ne sont pas tous greffés, toujours un masque pour le greffé qui est immunodéprimé. Donc il risque de choper le moindre petit germe qui ne sera pas important chez nous, qui le sera chez lui. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Absolument tout. À partir du moment où tout ce qui a été dit avant est surveillé. Donc vous pouvez faire du gainage, de l'intermittent, du fractionné, du renforcement, de l'endurance. Enfin, tout est permis à partir du moment où vous avez bien fait votre bilan et que vous surveillez bien. Et surtout, pas oublier de reprendre un petit schéma corporel, c'est sa cage thoracique. Il faut qu'il retrouve ses amplitudes et son plaisir pour ses mouvements et pour son sport. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, avant les questions peut-être que vous avez, on va en orienter une ou deux vers des APA qui prennent régulièrement en charge des greffés, et notamment Amélie qui va peut-être nous dire un petit mot sur son retour d'expérience sur des programmes plutôt de coaching à domicile. Donc là, on a essentiellement vu les paramètres physiques et nous, quand on va prendre en charge des patients, ça va être soit effectivement sur cette période après la greffe, soit quand il y aurait eu un autre problème qui fait que la personne ne peut plus pratiquer en structure. Et je dirais qu'au-delà des paramètres physiques, l'important c'est aussi de prendre en charge tout ce qui est à côté, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont quelque part un nouveau corps, mais tout ne va pas forcément évoluer aussi vite, il va y avoir d'autres difficultés qui vont arriver, notamment l'image du corps. Et donc je pense qu'il faut vraiment avoir une idée très globale de la prise en charge, notamment, moi c'est vrai que je suis pas mal de filles et il y a quand même cette problématique de prise de poids. Donc accompagner la personne, je dirais, progressivement, c'est-à-dire respecter certaines étapes, peut-être essayer de freiner aussi certaines ardeurs, et après prendre en charge l'ensemble avec discuter, effectivement, on parle du contrôle sphinctérien, on parle aussi des douleurs, de la réappropriation des corps, etc. Donc profiter de cette séance toujours extra-hospitalière pour amener d'autres conversations et peut-être aussi orienter vers d'autres professionnels derrière. Merci. Est-ce que à Roscoff, vous voulez amener un éclairage? Je ne sais plus où vous êtes. Quand vous les recevez, vous, après, sur un séjour post-greffe? Oui, j'en ai pas eu beaucoup pour le moment, mais à chaque fois, il y a pas mal de douleur, donc c'est vraiment du ressenti sur chaque séance. On ne peut pas avoir un protocole qui est formalisé et se dire, comme tu parlais
de faire des tests sur musculation et des choses comme ça. Il y a beaucoup d'appréhension d'une part, donc il faut déjà les rassurer sur ce qu'on va faire avec eux et le but de nous, notre prise en charge. Parce que même pour eux, ça leur permet aussi de se dire, bon voilà, je sais ce que je suis venu faire et pourquoi je le fais. Et après, c'est voilà, être hyper attentif aux douleurs, à la fatigue du jour et pouvoir adapter soit les séances plutôt le matin, soit plutôt l'après-midi en fonction de leur fonctionnement, à eux, ce qu'ils préfèrent. Et voilà, après, pas mal de choses qu'on... Ça, si je peux me permettre, c'est très important, et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas assez appuyé dans le topo, c'est que c'est quand même un modèle où la prise en charge doit être particulièrement individualisée. C'est-à-dire que là, on vous a fait un catalogue de complications possibles, ils n'ont évidemment pas tout ça, et que le spectre de l'activité physique après transplantation, ça va de... les pouces sur les manettes jusqu'à je monte le Kilimandjaro, et que c'est extrêmement variable. Ça va dépendre du passé, évidemment pré-greffe, des suites post-greffe, et de l'élan qu'on a été capable de donner à ceux qu'on n'avait pas forcément dans cette période post-greffe. Mais effectivement, ils ont tous des complications différentes, des capacités différentes, un passé différent et des goûts différents. Et que c'est vrai aussi avant la greffe, mais après la greffe, c'est exacerbé. C'est d'individualiser les prises en charge pour que ça marche, c'est probablement le secret. Ouais. Et c'est justement, ce que Marianne m'avait demandé, c'était de donner un petit peu peut-être un tableau précis que pour tous les bébés APA qui vont arriver sur le marché, et qui est peut-être un petit guideline des bonnes pratiques. Donc j'ai essayé vraiment de faire un global, qu'est-ce qu'on doit surveiller pour pouvoir bien agir derrière. Il y en a, c'est sûr, à 3 mois, ils vont pouvoir faire un footing et du tennis sans souci. Puis il y en a, 1 an et demi, ça ne sera toujours pas le cas. C'est complètement variable, et c'est pour ça que le bilan est toujours aussi important. Et il ne faut pas hésiter à s'en référer aux médecins, aux associations, etc., pour avoir le total. Alors, du coup, moi, je vais préciser, quand j'ai des patients en post-greffe, qu'ils soient muco ou non muco, déjà, d'une part, j'essaye de ne pas avoir de séance préprogrammée dans ma tête. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai des greffés, plusieurs. Et quand je rentre dans leur chambre, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Donc, en général, si déjà ils sont en dehors de la chambre, je me dis, OK, on va pouvoir aller jusqu'au plateau technique. S'ils sont dans leur chambre, je ne sais pas encore quelle va être ma séance. Et du coup, pour revenir à ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir une ligne de conduite, se dire, on aimerait bien, mais sans se donner de date, on aimerait bien aller jusque-là. Mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas combien de temps le patient va mettre à y aller. Et ça peut être 4 semaines, mais ça peut être 4 mois aussi. Eh bien, merci beaucoup. Alors pour compléter d'une belle manière cette partie, parce que ce sujet de la greffe, il est quand même très important, et vous êtes de plus en plus d'APA, donc de plus en plus amenés aussi à préparer à la greffe, à recevoir et accompagner après la greffe. Donc on a invité Nicolas, si tu veux bien me rejoindre au moins jusqu'ici, si tu ne veux pas monter sur scène. Donc Nico, il est greffé depuis 2 ans bientôt. Il a un profil assez atypique puisqu'il est kiné. Il est même kiné dans le monde du sport, même dans le monde du sport de haut niveau, puisqu'il accompagne des athlètes aujourd'hui dans son travail. Et il a effectivement un parcours post-greffe qui est assez génial. Et on voulait simplement qu'il vous amène son témoignage, et surtout vous lui posiez des questions sur comment lui il a ressenti ces étapes après la greffe, qu'est-ce qui l'a aidé, comment le sport l'a aidé à récupérer, l'a aidé à reprendre confiance et à déployer sa nouvelle vie. Allez, c'est parti. Du coup, je faisais déjà beaucoup de sport avant la greffe, donc ça m'a aidé. En pré-op, déjà, j'étais allé à Gien, justement, pendant 3 semaines avant de me faire opérer, sans savoir vraiment quand est-ce que ça allait arriver. Donc, j'ai essayé de garder un potentiel musculaire convenable, en sachant que ça m'aiderait par la suite pour la récupération. Donc, la greffe s'est passée, j'ai fait 1 mois à l'hôpital à Marseille, à l'hôpital Nord. Déjà, pendant la post-op à l'hôpital, j'avais fait déjà beaucoup d'activités. Au bout de 2 semaines, je faisais du vélo. Au bout de 3 semaines, j'en faisais un peu tous les jours dans ma chambre, en essayant d'en faire de plus en plus parce que je suis un peu comme ça, quoi. Et donc, au bout d'1 mois, je suis sorti de l'hôpital, je suis reparti à Gien pour 3 semaines. Donc, j'ai suivi les entraînements quotidiens de façon progressive.
Ouais, comme on disait, il y avait trois activités différentes par jour. C'était de la gym plutôt, ou alors après du vélo, ou de la marche dehors tous les jours. Donc voilà, j'ai suivi ces étapes. Petit à petit, le vélo, c'était bien gentil, mais un peu tous les jours, j'en avais marre. Du coup, au bout de 2 semaines, au lieu de faire du vélo, je suis allé courir. Et j'ai commencé à courir, du coup, à 6 semaines post-op, en alternant marche et course. Au début, c'était genre 30 secondes de course, 1 minute de marche pour récupérer. Puis, petit à petit, j'ai augmenté les temps de course pour 6 mois après mon opération, faire un triathlon. Donc voilà, c'est... Donc voilà, après ça, c'était un peu un objectif dans ma tête, je l'ai fait. Et après, j'ai fait mon triathlon, c'était en avril du coup 2017. J'ai passé l'été un peu plus tranquille en faisant moins de sport. Et j'ai repris, allez, on va dire à partir de septembre-octobre, où je gardais une activité régulière. Je préfère le vélo dans les 3 sports du triathlon, donc je faisais plus de vélo que le reste. Et après j'ai refait un 2e triathlon là au début de l'été, en juin, sur une distance un peu plus importante. Il faut savoir qu'en triathlon, il y a plusieurs types de triathlon. Le premier que j'avais fait, c'était XS, où il y a 300 mètres de natation, 10 km de vélo, je crois, et 3 de course, ouais, c'est ça. Et là, cette année, je suis passé sur du S, où il y a 700 mètres de natation, 20 de vélo, 20 km et 5 de course. Donc voilà. Donc pareil, cet été, j'ai un peu relâché, j'ai profité de l'été, mais je vais reprendre bientôt les entraînements pour essayer d'aller un peu plus haut aussi. On va voir comment ça se passe pour cette année, mais j'ai eu la chance, j'ai vu toutes les complications qu'il pouvait y avoir, j'ai eu la chance d'en avoir quasiment aucune. Donc voilà, pourvu que ça dure encore, et voilà. Comment tu gères le sport là, aujourd'hui, à presque 2 ans de greffe? Qu'est-ce que tu fais, hormis le triathlon, mais vraiment plus dans ton quotidien? Comment tu gères? En ce moment, j'essaie d'aller courir 3 fois par semaine. J'ai une course là le 21 octobre à Saint-Tropez, 8 km, et le 10 km de la prom classique à Nice en janvier. Donc j'essaie de courir au moins 3 fois par semaine. Je ne me donne pas vraiment d'objectif quand je sors. Je vois sur mon ressenti, sur comment je me sens, sur le plaisir que j'ai, sur le temps. Et voilà, j'essaie de garder une activité physique comme ça, quoi. Avec ton parcours de kiné, qu'est-ce qui t'a aidé dans ta récup post-greffe? De quoi tu t'es servi, hormis ton mental d'acier? Dans les premiers mois, en fait, j'ai commencé à Gien. Après, du coup, le 2e mois post-op, c'est moi qui me suis pris en main tout seul. Où je regardais ma SAT à l'effort, même si on a dit que c'était pas très fiable, quoi. Je regardais ma SAT, je me jugeais sur mon ressenti, sur mon hyperventilation ou quoi. Et j'avais cet œil de kiné qui me permettait d'adapter mes exercices, des fois faire de interval training, ou alors des fois plus du renfort musculaire spécifique sur certains groupes musculaires, comme les quadris ou autres, quoi. Et il n'a pas dit qu'entre-temps, il a fait les Jeux mondiaux d'hiver des transplantés aussi, ouais. Cet hiver, et qu'il a gagné quelques médailles, notamment en ski de fond, en biathlon, sport qu'il n'avait jamais fait. Voilà. J'ai eu une bonne coach quand même, j'ai eu Amélie, c'est pour ça. Donc il a commencé le biathlon le jour où il a été champion du monde. Ouais, Comme ça, c'était plus. Alors vous avez peut-être des questions, profitez-en. Nico, il sera avec nous pendant la journée, vous le verrez aussi au déjeuner. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur son parcours? Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis éducatrice médico-sportive au CRCM de Dunkerque. Je voulais savoir quelle préparation tu avais, parce que j'ai bien compris que tu étais sportif avant la greffe, mais quelle préparation physique à la greffe tu as pu effectuer Avant la greffe? Avant la greffe, oui. J'étais à Gien et mon état de santé il était vraiment, vraiment compliqué. Donc même les docteurs ils ne comprenaient pas, je faisais mes séances de vélo, j'étais à bloc alors que si j'étais pas sous oxygène, j'étais genre à 85 de SAT ou quoi. Donc ça tournait beaucoup autour du vélo, faire des exos musculaires spécifiques. Et
Et voilà, quoi. C'était régulier par semaine, enfin, c'était tous les jours aussi Ouais, ben, quand j'étais à C'était au Gien, centre, j'ai fait 1 mois à Gien, je pense, avant de me faire opérer à peu près. Et ouais, c'était tous les jours. Après, il y a des jours où j'étais alité parce que rien que de me doucher, ça me cassait complet. Derrière, je devais dormir. Rien que de manger, ça m'essoufflait. Donc il y a des jours où forcément, il y avait des activités que je faisais pas. Mais j'essayais de participer au maximum, quoi. Bravo. Merci. J'ai une question sur le regard en tant que patient par rapport à l'oxygénothérapie. Bah ouais, c'est un truc que j'ai eu du mal à accepter. Après, j'ai bien compris que j'avais pas le choix. Parce que en fait, c'est un pneumothorax que j'ai fait en juin 2016 qui m'a plongé vers la greffe, alors qu'avant, c'était vraiment un truc que je mettais de côté. Je faisais un peu un déni. Après, j'ai bien compris qu'à partir de ce moment-là, j'avais plus le choix, quoi. Donc, il fallait temporiser jusqu'à ce que la greffe arrive. Donc j'ai accepté ça en mettant ce que je voulais pas de côté. Mais bon, ouais, c'est vraiment même pas facile à accepter quand on a une vie normale, entre guillemets, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que ça arrive. Mais bon, il faut se dire que c'est temporaire, que c'est pour nous et que c'est en vue d'aller mieux derrière, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis l'oxygène dehors? J'ai jamais mis dehors. Non, parce qu'à partir du moment où j'ai fait le pneumothorax, j'ai arrêté de bosser. Donc j'étais soit chez moi, soit chez ma mère à Béziers, ou à l'hôpital. Donc ouais, non, dehors, je n'ai jamais mise. Je pense pas que je l'aurais fait de toute façon. C'est sûr que Nico, pour en avoir parlé avec certains médecins qui l'ont croisé, il avait une résistance assez exceptionnelle à la désaturation et il était capable d'être dans sa vie d'étudiant, alors que je pense qu'on va même pas parler de la SAT qu'il avait à ce moment-là, ou de son VMS d'ailleurs, aussi si tu peux Ouais, donner... il a toujours été bas. Moi, j'ai toujours été autour de 20% de VMS depuis que j'étais petit jusqu'à que je décompense énormément. Jusqu'à ma dernière année d'étudiant, j'étais en équipe universitaire de rugby. Donc, je faisais du rugby avec cette capacité-là. Et après, voilà, j'avais un gros potentiel musculaire et ça permettait de compenser le côté pneumo qui était déficient, quoi. Voilà, vous en rencontrez, j'imagine, hein, des Nico dans vos parcours. Mais c'est intéressant aussi, cette résistance. Voilà, comment ça s'est passé. Merci beaucoup, Nico. Et puis, je suis sûre qu'il y en a qui viendront te poser des questions après pour continuer ces échanges. On va poursuivre. Comme on n'est pas très en avance, on n'a pas fait de pause. Si vous avez soif, vous pouvez y aller. Il y a à boire. On va continuer maintenant pour passer dans on va dire des choses un tout petit peu plus terrain. On va accueillir Amélie et Mélanie sur l'approche de la prise en charge, notamment à domicile, mais ce qu'elles vont vous présenter, ça peut rayonner sur d'autres types de prises en charge, et comment on peut optimiser vraiment ces prises en charge. On va plutôt parler des outils, de l'approche psychologique, et c'est un vrai retour d'expérience qui est lié à des coachings à domicile qui sont en place depuis pas si longtemps que ça. Donc là, on ne parle pas de réhab, on ne parle pas de réentraînement à l'hôpital, on parle bien de coaching à domicile. Et ce qu'elles vont vous présenter, c'est vraiment le fruit de 3-4 ans d'expérience pour elles. Et les 2 prochains topos, c'est vraiment pour partager cette expérience qui est très nouvelle, avec des choses extrêmement intéressantes.